Je fais cette vidéo parce que c'est mes dernières minutes en vie. À la personne qui va trouver cette vidéo, j'aimerais que tu dises à mes parents que je les aime énormément. Et je suis vraiment désolée d'avoir à faire ça. Je peux pas payer les conséquences de ce que j'ai fait. Voilà pourquoi je m'apprête à faire ce que je vais faire. Juste là-bas. Et ouais, je vais même pas vous dire ce que je vais faire parce que je suis sûre que vous savez déjà ce que je vais faire. Mes derniers mots avant de partir. Richard a enregistré cette vidéo alors qu'il vivait encore dans la maison de ses victimes, entouré de leurs corps en décomposition. Il est d'ailleurs resté sur place pendant plusieurs jours après les meurtres. Les voisins avaient commencé à remarquer une odeur nauséabonde dans le quartier, mais ils ne parvenaient pas à en identifier la source. Ils ont fini par attribuer l'odeur à un animal mort, sans se douter qu'ils sentaient en réalité les corps de 4 personnes en train de se décomposer. Ce que Richard a fait pendant les jours qu'il a passé dans cette maison reste un mystère à ce jour. Mais une chose est sûre, lorsque Richard est parti rencontrer pour la première fois sa petite amie en ligne, personne n'aurait pu imaginer que tout finirait de manière aussi choquante. Hello mes stars et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crime et Make-up. Si c'est ta première fois ici, le concept est très simple, je me maquille tout en te racontant une histoire de crime. Alors si tu aimes le maquillage et le crime, je t'invite à t'abonner car je poste une nouvelle vidéo tous les samedis à 18 h. Sans plus tarder, on va commencer, alors prends ton thé ou ton cocktail et installe-toi confortablement. Richard Samuel McCroy est né à Castro Valley en Californie, il vivait avec ses parents, sa sœur Emily et son frère Eric. En grandissant, Samuel était décrit comme un enfant plutôt timide, il était beaucoup harcelé à l'école, principalement à cause de son poids et de ses cheveux roux. Mais à chaque fois qu'il était harcelé, il ne se défendait pas vraiment parce qu'il avait juste très peur. À un certain stade, le harcèlement qu'il vivait à l'école est devenu tellement grave qu'il a dû changer d'établissement. Il a été transféré dans 2 lycées différents, mais malheureusement ça n'a pas arrangé ses problèmes car au bout d'un certain temps, il a carrément décidé d'arrêter l'école. Bon, c'est pas pour autant qu'il est resté à se tourner les pouces. Donc quand il a quitté le lycée, il a décidé de se lancer dans la conception graphique. Il créait des sites web, il savait coder, etc. Et c'était donc comme ça qu'il arrivait à se faire un peu d'argent. C'est aussi à cette époque-là qu'il s'est lancé dans son activité musicale, car il faut savoir que Richard était un rappeur un peu différent, on va dire. Alors si comme moi vous n'aviez jamais entendu parler de ce style de musique, je vais vous lire un petit peu la définition. L'horrorcore définit un style de musique hip-hop qui se concentre principalement sur des sujets sombres, violents, gothiques, transgressifs, macabres et ou influencés par l'horreur tels que la mort, la psychose, l'horreur psychologique, la maladie mentale, le satanisme, l'automutilation, le cannibalisme, le suicide, le meurtre, la torture, la toxicomanie et le surnaturel. Voilà. Alors beaucoup de proches le décrivaient comme quelqu'un de très gentil, un garçon très intelligent et aussi très calme. Il parlait pas vraiment, en fait c'était le genre de personne, si tu lui parles pas, il va pas te parler quoi. Et ce qui est ouf, c'est que la personnalité qui s'était créée sur les réseaux sociaux, en ligne et même à travers le rap, ok. c'était vraiment tout le contraire de ce qu'il était dans la vraie vie. En ligne, il était, comme je l'ai dit, un rappeur horrorcore. Il publiait aussi beaucoup de photos sur les réseaux sociaux de lui en train de traîner dans des cimetières. Il y avait aussi une vidéo, c'était un freestyle qu'il avait fait sous la pluie, où il portait un bandana avec une tête de mort dessus. Et dans le freestyle, il disait « Les voix maléfiques dans ma tête veulent que je tue continuellement. Elles veulent que je prenne des vies comme dans une tuerie de masse. Elles aiment l'odeur d'un corps pourri et décomposé. C'est à ça que je pense quand je traque ma proie. » Drôle de freestyle, surtout quand on voit comment ça se finit. Et plus il grandissait, plus il rencontrait des personnes qui avaient les mêmes passions que lui, c'est-à-dire le horrorcore. C'est d'ailleurs autour de cet intérêt-là qu'il va rencontrer une fille de 16 ans qui porte le nom d'Emma Kelly Nearbrock. En ce qui concerne Emma vivait à Farmville en Virginie avec sa mère qui était le docteur Deborah Sue Kelly. Elle était professeure de sociologie et de criminologie et elle donnait des cours à l'université de Longwood. Son père s'appelait Mark Allen Nearbrock et il était pasteur. Depuis le collège, Emma était scolarisée à la maison et elle a grandi dans une famille très stricte et religieuse, d'où l'emploi de son père. C'est quand elle est rentrée au lycée qu'elle a commencé à développer une phase très rebelle, très secrète de sa personnalité. C'est à cette époque-là qu'elle a commencé à écouter du horrorcore. Mais c'était un côté d'elle-même qu'elle préférait cacher à ses parents. Mais ça, c'était seulement au début parce qu'à un certain moment, elle a décidé de s'assumer. Elle s'est teint les cheveux en rose pétant. Elle a commencé à se maquiller de manière
beaucoup plus sombre au niveau des yeux, etc. Et quand les parents d'Emma ont vu ce changement physique chez leur fille, ils se sont pas vraiment posé énormément de questions. Ils ont juste pensé qu'elle avait une petite phase un peu gothique, quoi. Et ils se sont aussi dit qu'elle vivait peut-être aussi mal le fait de devoir suivre sa scolarité au lycée à la maison, alors que bon, le lycée, c'est quand même, et surtout aux États-Unis, vous savez, il y a tout ce truc autour du lycée avec prom, et c'est vraiment, je sais pas, c'est un peu les meilleures années de ton adolescence, c'est ce qu'on dit. Et du coup, ouais, ils pensaient qu'elle se rebellait un peu par rapport à ça. C'est vrai que l'école à la maison, même au lycée, ça fait quand même beaucoup. En plus de ça, ses parents étaient en instance de divorce et son père, Mark, ne vivait plus à la maison. Donc ça faisait beaucoup de changements pour Emma. Et du coup, ses parents ont un peu mis son changement d'intérêt, ses passions, etc. sur le compte du changement de vie, des bouleversements qu'il y avait dans sa vie, quoi. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que Mark était vraiment très très proche d'Emma, malgré le fait qu'il ne vivait plus à la maison. Il venait très régulièrement chez eux pour passer du temps avec sa fille. Mais à un moment, Deborah, donc la mère, va commencer à s'inquiéter parce qu'elle va trouver des choses vraiment très bouleversantes dans la chambre d'Emma. Et ces choses qu'elle va trouver, il s'agit d'affiches vraiment bizarres qui étaient un peu cachées dans sa chambre. Des affiches qui parlaient de rituels sataniques ou encore de lavage de cerveau par le gouvernement. Et quand Deborah voit ça, elle panique, elle a super peur. Et elle décide de faire suivre une thérapie à toute la famille pour essayer d'extérioriser un peu ce qui se passait par rapport à sa fille. Emma, forcément, qui était aussi sur les réseaux sociaux, avait des copines en ligne, des personnes avec qui elle échangeait assez régulièrement. Une de ses amies était Melanie Wells, 18 ans. Les deux jeunes filles s'étaient rencontrées par l'intermédiaire d'une rappeuse horrorcore qui s'appelle Razak. Razak, c'était son nom d'artiste. En réalité, elle s'appelait Razakel. Et Razakel était particulièrement proche d'Emma parce qu'en fait, leurs deux pères étaient pasteurs. Le fait qu'elles cachent aussi toutes les deux un peu leur facette horrorcore, un peu gothique et tout, à leurs parents qui forcément, leurs pères en particulier qui sont pasteurs, ça faisait que voilà, elles avaient de quoi discuter et elles se comprenaient. De plus, les deux jeunes filles habitaient pas trop loin l'une de l'autre, donc elles avaient l'habitude de passer du temps en dehors des concerts pour se voir, chill ensemble, etc. Au fur et à mesure, Mélanie est également devenue copine avec Razakel et elles ont donc formé un trio de copines. Et franchement, elles étaient inséparables les trois, toujours ensemble, elles allaient à des concerts ensemble. Et c'est aussi à cette époque qu'Emma a commencé à parler à Richard, qui à ce stade-là avait 20 ans. Ils parlaient ensemble sur les réseaux sociaux, en particulier de leur attrait pour la musique horrorcore. Et Richard avait l'habitude de parler d'Emma sur les réseaux sociaux comme si c'était sa petite amie. Mais Emma était pas vraiment sur la même longueur d'onde, elle était pas aussi sérieuse en fait. Elle se disait juste que c'était un garçon avec qui elle parlait et que voilà, c'était sans plus quoi. Et de toute façon, c'était que en ligne pour l'instant. Alors que Richard, je pense que dans sa tête, c'était déjà sa meuf, clairement. Bon, Richard traversait beaucoup de choses à la maison lui aussi. Ses parents étaient en instance de divorce, son père a demandé à sa mère de quitter la maison. Il n'était pas très proche de ses frères et sœurs, enfin, c'était une famille assez pudique sur ses sentiments, c'est-à-dire que personne n'allait dire je t'aime ou aller montrer de l'affection les uns avec les autres. Et Richard avait vraiment du mal à trouver sa place parce qu'à la maison, ça se passait pas forcément bien avec le divorce. À l'école, c'était encore pire, il était constamment harcelé. Et du coup, il trouvait un peu de réconfort et d'amour au travers de ces échanges avec Emma. Les deux se sont parlé pendant une année entière jusqu'à ce qu'ils décident enfin de se rencontrer en vrai. Et ils se sont dit quoi de mieux que de se rencontrer pour aller à un concert horrorcore tous les deux. Le truc, c'est que le concert se trouvait à 10 heures de route de chez Emma, à Farmville. Et Richard, lui, vivait en Californie. En plus de ça, Emma n'avait que 16 ans, donc c'est bien de vouloir organiser ça, mais il va falloir parler à tes parents quand même. Et ses parents étaient complètement contre. Ils voulaient pas du tout qu'elle aille à ce concert, pour eux c'était dangereux. Quelques jours avant, Deborah était encore une fois rentrée dans la chambre de sa fille et elle y avait trouvé des inscriptions encore plus inquiétantes sur les murs. L'une des inscriptions disait « Tu es le fœtus ton Jésus, je préférerais être morte car croire en toi n'a aucun sens. » Là, j'ai besoin de votre avis. Si vous voyez autant de choses, de red flags dans la chambre de votre fille comme ça, des posters sataniques alors que vous êtes une famille chrétienne, plutôt pratiquante, etc.,
est-ce que ça vous alerterait pas un petit peu et qu'est-ce que vous auriez fait en fait? Est-ce que comme elle, vous seriez passé par de la thérapie ou bien est-ce que vous auriez essayé d'en parler avec votre fille peut-être? Ce que je pense être quand même pas mal. Enfin, je sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Comment est-ce que vous auriez géré ce genre de situation? Mais le truc, c'est que les parents d'Emma, ça les a pas particulièrement alertés. Pour eux, c'était un truc, voilà, que les jeunes aimaient bien en ce moment. C'était un peu à la mode. Et en plus, ils se disaient que tous les amis de leur fille étaient aussi là-dedans, aimaient beaucoup ce style de musique. Et ils se disaient que déjà qu'elle était homeschool, déjà qu'elle faisait l'école à la maison, si en plus il lui coupait ça, ça allait faire un peu beaucoup et elle allait sûrement se sentir exclue par rapport aux autres jeunes de son âge. Donc c'est en partie pour ça qu'ils étaient aussi encourageants par rapport au style de musique de leur fille. Et du coup, ce que Déborah va faire, et ce qui est franchement incroyable, c'est qu'elle va dire à sa fille, écoute, moi, je veux bien que tu ailles au concert, mais seulement si tes deux amies, parce qu'elle avait aussi prévu d'y aller avec Mélanie, donc une de ses meilleures amies. Donc la mère a dit, je veux bien que tu ailles au concert, mais seulement si Richard et Mélanie viennent à la maison quelques jours avant le concert, que j'apprenne à les connaître, etc., qu'on passe quelques temps ici à la maison, puis je vous conduirai, donc les 10 heures de route, jusqu'au concert. Vous irez à votre concert, on passera la nuit dans le Michigan après le concert et on repartira le lendemain pour faire les 10 heures de route de retour jusqu'à la maison. Quand même super sympa la daronne. Je connais pas beaucoup de parents qui l'auraient fait 20 heures de route en 48 heures pour aller à un concert qui dure 2 heures quoi. C'est vraiment très très sympa. Bien évidemment, Emma a accepté, elle était juste super pressée. Et elle a donc prévenu Richard et Mélanie qui étaient aussi partants. Et plus les jours avançaient jusqu'à la date du concert, plus Richard et Emma étaient excités. Non seulement parce qu'ils allaient se rencontrer pour la première fois, mais aussi à l'idée d'aller à ce concert ensemble. Emma a d'ailleurs exprimé tout son enthousiasme et toute son excitation à l'idée de voir Richard pour la première fois sur les réseaux sociaux. Elle a posté « La prochaine fois que tu te connecteras sur tes réseaux sociaux, tu seras chez moi. Je t'aime tellement, bébé, pour toujours. J'ai hâte de te voir, bébé. Il est 6h17 du matin. Je suis debout depuis 4h. Tellement j'ai hâte. » Plus tard, le matin, donc où elle devait aller chercher Richard à l'aéroport, elle a encore posté « Je pars te chercher dans 5 heures. » Et le 7 septembre, c'était le grand jour. Richard a pris un avion de Californie pour aller en Virginie, où il a été récupéré à l'aéroport par Déborah et Emma. Et le truc, c'est que je pense que ça nous est tous arrivé à un moment, hein. Tu parles avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, le feeling a l'air de bien passer, etc. Finalement, vous vous voyez en vrai et la personne n'est pas vraiment comme tu pensais. Et en fait, Emma ne s'attendait vraiment pas à ce que Richard soit aussi timide, introverti et qui parle pas beaucoup. Elle a aussi dit à sa copine qu'elle se sentait un peu catfished parce que selon elle, Richard ne ressemblait pas du tout à ses photos. Du coup, immédiatement, ça a un peu mis une barrière entre les deux. C'était un peu gênant quoi comme situation. Le 12 septembre, donc ça fait déjà 5 jours que Richard est chez Emma. Ils prennent la route pour aller au concert. Le trajet était long, hein, 10 heures de route. Et d'ailleurs, Marc, donc le père d'Emma, a décidé de les accompagner aussi. Et arrivé sur place, les choses entre Emma et Richard vont très très mal se passer. En fait, Richard s'est rendu compte qu'il n'était pas vraiment à l'aise dans un concert où il y avait autant de personnes. Et comme il était plutôt gêné, etc., c'était vraiment pas sa tasse de thé. Et je crois qu'il était jamais allé à un concert hors corps, en fait, de toute sa vie. Et voilà, je pense qu'il s'attendait pas trop à ça. Emma et Richard se seraient disputés pendant le concert parce qu'Emma le mettait beaucoup de côté, elle restait plus avec sa copine Mélanie. À un moment, elle a même discuté pas mal avec des garçons qu'elle avait rencontrés au concert et avec qui elle aurait échangé les numéros. Et souvenez-vous, Richard, à ce stade, il pense qu'il est en couple avec elle. Donc le fait qu'elle parle à des garçons comme ça, il le prend vraiment comme une trahison. Il se dit, en fait, elle me trompe, quoi. Il a d'ailleurs dit à Emma qu'elle lui faisait... En gros, qu'elle lui rappelait tout ce qu'il avait vécu de difficile à l'école, quand les gens le mettaient de côté, qu'il l'intégrait pas vraiment dans les groupes, etc. Il lui a dit que vraiment, le soir du concert, c'est ce qu'il avait ressenti. Qu'il avait ressenti qu'elle cherchait à l'exclure. Et voilà, et ça l'avait rendu particulièrement triste. Et je pense que du côté d'Emma, c'était vraiment pas de quoi en faire toute une histoire. Mais Richard, lui, il faut savoir qu'il l'avait pris
très personnellement ce qui s'était passé ce soir-là. Bon, après le concert, ils ont repris la route le lendemain et Richard était très énervé. La nuit, il n'a pas porté conseil. Le lendemain, il était encore plus énervé, limite. Il avait juste hâte de rentrer chez lui. Le 14 septembre, donc 2 jours après le concert, Mélanie a posté sur les réseaux sociaux à quel point elle avait hâte de rentrer à la maison, que sa famille lui manquait et qu'elle rentrerait le 16, donc 2 jours après qu'elle ait fait ce post. Mais quand le 16 est arrivé, la famille de Mélanie ont commencé à s'inquiéter un peu parce que il n'avait pas de nouvelles de sa fille, il n'arrivait pas à la joindre. Elle leur avait pas écrit pour leur dire, bah écoutez, j'arrive à telle ou telle heure, ou je sais pas, je prends tel ou tel train. Je sais pas exactement comment est-ce qu'elle se déplaçait. Est-ce qu'elle prenait le bus ou le train, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, sa famille n'avait pas de nouvelles d'elle et ils ont commencé à paniquer un peu, à trouver ça super bizarre. Ils l'ont appelée, ont envoyé des messages plusieurs fois et au bout d'un moment, bah, ils ont commencé à vraiment s'inquiéter. Ses 2 parents se sont rendus à Farmville, donc dans la maison, à l'adresse de la maison d'Emma. Et quand ils ont frappé à la porte, c'est Richard qui leur a ouvert. Il leur a dit que Mélanie, Emma et Déborah étaient parties toutes les 3 faire une petite virée shopping au centre commercial entre filles et qu'elle rentrerait pas tout de suite. Donc les parents de Mélanie ont dit ok, mais au fond ils ont quand même trouvé ça super bizarre. Pourquoi est-ce que leur fille ne leur répondait pas? Ils avaient vraiment un mauvais pressentiment par rapport à ce qui aurait pu se passer ce soir-là. La réponse qu'il leur a donnée ne leur a pas plu et ils ont décidé de rester devant la maison pendant 8 heures. Ce qui les a vraiment étonnés, c'est que pendant ces 8 heures, personne n'est entré ou sorti de la maison. Pourtant, bon, je veux bien que tu ailles au centre commercial et tout, mais en réalité, tu restes combien de temps au centre commercial? Franchement, pas plus de 8 heures en tout cas. Les parents n'arrivaient pas à joindre ni Mélanie, ni le téléphone d'Emma et encore moins Déborah la mère. Ils ont donc décidé de contacter Razakel, donc la meilleure amie des filles. Et Razakel a dit que la dernière fois qu'elle avait vu les filles, c'était au concert. Par son biais, ils ont réussi à récupérer le numéro de Richard. Quand ils l'ont appelé 2 fois, il a répondu, mais il avait l'air vraiment très bizarre. Il refusait un peu de répondre aux questions, il tournait autour du pot. Et à chaque fois, il inventait des excuses quand on leur demandait où sont les filles. Les parents ont réussi à joindre Marc, donc le père d'Emma. Et ils lui ont dit, écoute Marc, comme tu as un double des clés, est-ce que ça t'embête d'aller à la maison, d'entrer pour voir ce qu'il se passe en fait? C'est juste super bizarre qu'on ait toujours pas de nouvelles. Alors Marc a dit, pas de souci, écoutez, dans la journée, quand j'aurai fini ce que je suis en train de faire, je passerai à la maison. Mais malheureusement, après ça, on n'a plus jamais eu de nouvelles de Marc. Les parents de Mélanie, à ce stade-là, sont complètement paniqués, ils décident de contacter la police. Et lorsque la police est arrivée chez Emma, ils ont frappé à la porte, c'est Richard qui a ouvert. Il leur a dit que les filles étaient sorties voir un film au cinéma et qu'elle reviendrait dans quelques heures. Du coup, la police s'est dit « Ok, en fait, on nous a appelés pour rien. » Ils ne sont ni rentrés dans la maison, n'ont ni posé plus de questions que ça à Richard. Ils se sont juste dit « Ok, on va le croire » et ils sont repartis. Après ça, des heures et des heures passent et la mère de Mélanie n'a toujours pas de nouvelles de sa fille. Elle sent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que l'instinct d'une mère est super fort et donc là, elle était sûre et persuadée qu'il était arrivé quelque chose à sa fille. Pendant la nuit, elle décide donc de passer un 2e coup de fil à la police et cette fois-ci, elle leur dit « S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez rentrer dans la maison pour voir ce qui se passe ?» Mais une fois de plus, quand ils se sont présentés à la porte, Richard a dit que les filles étaient au centre commercial et ils sont repartis. Qu'est-ce qui se passe? Genre, je comprends pas. Non, vraiment, je comprends pas. La mère de Mélanie a même appelé le fixe de la maison. Et quand Richard a répondu, elle lui a demandé « Est-ce que je pourrais parler à ma fille ?» Et Richard lui a dit « Pour l'instant, elle ne peut pas répondre au téléphone. » Le lendemain, Richard a appelé sa famille à lui, donc en Californie. Il leur a dit qu'il allait rester encore quelques jours de plus chez sa copine. Il a aussi pris un peu de nouvelles de son père, de sa mère et de ses frères et sœurs. Et quand il a raccroché, il a dit à sa sœur « Bisous, je vous aime. » Et comme je te l'ai dit avant, la famille n'était pas du tout très affective ou quoi que ce soit. Et quand sa sœur l'a entendu dire « je t'aime », elle s'est dit « ok, c'est sûr, il y a un truc bizarre. » Pour vous dire que vraiment, je pense qu'il s'était jamais dit « je t'aime » en fait. Après cet appel, Richard va faire quelque chose de très étrange. Moi, je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça jusqu'aujourd'hui. Il a appelé la police et leur a demandé s'ils pouvaient venir à la maison car il entendait des bruits bizarres qui venaient du sous-sol. 911, bonjour. Bonjour, est-ce que vous pourriez faire venir des officiers ici, s'il vous plaît? J'arrête pas d'entendre des bruits dans le sous-sol, mais j'ai peur de descendre pour aller voir ce que c'est. Ok, quel genre de bruit est-ce que vous entendez? Juste des bruits, quoi, comme s'il y avait quelque chose qui bougeait en bas. Je pense que c'est le chien, mais je suis pas sûr. Ok. On a 2 chiens. Il y en a un qui est en haut, je viens de le faire monter, mais l'autre il est peut-être en bas, je sais pas. Je sais pas s'il est en bas ou pas. D'accord, des officiers arrivent, ok? Merci beaucoup. Bye. Alors j'avais déjà vu ça dans une autre affaire où en fait elle avait appelé
Enfin, elle appelait assez régulièrement la police et c'était un peu pour attirer leur attention en fait. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça, parce que derrière, ils essaient quand même de s'en sortir par rapport à leur crime. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça, alors qu'il risquait quand même qu'il découvre ce qui s'est passé, ce que vous ne savez pas encore, mais ce que vous allez savoir bientôt. Je trouve ça juste trop bizarre. En tout cas, le rapport de police dit qu'ils se sont bien rendus à la maison, qu'ils sont descendus dans le garage et qu'ils n'ont rien vu, qu'ils sont donc repartis. Mais le lendemain du jour où la police est venue pour vérifier le sous-sol de la maison, les voisins les ont appelés encore une fois pour leur dire qu'il y avait une odeur absolument immonde dans tout le quartier qui avait l'air de venir de la maison de la famille d'Emma. Les voisins ont décrit l'odeur comme si tu avais jeté plein de viande pourrie dans la poubelle. Voilà. Et ça, c'est quand même super bizarre. Parce que la veille, Richard les appelle. Apparemment, il rentre dans la maison pour se rendre dans le sous-sol, vérifie et trouve qu'il n'y a rien. Et pourtant, le lendemain, donc je suis désolée si ça sent de ouf le lendemain, c'est que ça sentait de ouf dans la maison la veille. Enfin, je veux dire, l'odeur, elle n'arrive pas comme ça d'un coup. Oh, tiens, c'est bon, cadavre en décomposition. Non, c'est trop bizarre. Donc en fait, moi, ce que je pense, ma théorie, c'est que la police n'est jamais rentrée dans la maison. Ils ne sont pas entrés dans la maison, ils sont venus, ils ont dit « Écoute, est-ce que tu as trouvé un peu d'où venait le bruit ?» Il leur a sûrement dit « Oui, c'est bon en fait. » Et ils sont partis, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont menti sur le rapport. En tout cas, c'est juste impossible qu'ils soient rentrés dans la maison, selon moi. C'est juste impossible qu'ils soient rentrés dans la maison la veille et qu'ils n'aient pas senti l'odeur de 4 corps en décomposition. Je refuse d'y croire. Ce qui est super bizarre, c'est que les corps sont quand même là depuis pas mal de temps. Il n'y a aucune alerte disparition qui a été lancée pour les 2 jeunes filles qui sont mineures en plus. Et la mère qui s'est pas rendue au travail depuis plusieurs jours, pareil, personne s'inquiète en fait. Ce jour même, le père de Mélanie s'est encore rendu devant la maison et il a attendu 8 heures dans sa voiture pour voir si quelqu'un entrait ou sortait. Mais non, toujours pas, il a rien vu du tout. Dans la soirée, il est donc rentré chez lui et c'est à ce moment-là que la mère de Mélanie a décidé d'appeler la police, encore une fois. C'était le 18 septembre et ça faisait maintenant 2 jours qu'elle n'avait pas de nouvelles de sa fille. Elle leur a dit, écoutez, cette fois-ci, s'il vous plaît, rentrez dans la maison et fouillez toutes les pièces. Trouvez ma fille, en fait, c'est trop bizarre ce qui se passe. Lorsque la police s'est présentée devant la maison, à peine ils ont ouvert la porte, qu'ils ont senti une odeur. L'odeur était tellement forte que leurs yeux piquaient. Et ils ont directement suivi l'intensité de l'odeur, quoi. Ils ont réussi à retracer d'où est-ce que cette odeur venait. Ils sont donc montés à l'étage de la maison. Et c'est là qu'ils ont trouvé les corps de Mélanie, Emma, la mère d'Emma, Déborah, et le père d'Emma, Marc. Ils ont trouvé les corps d'Emma et de Mélanie dans la chambre d'Emma. Toutes les deux avaient été matraquées à mort. Ils ont également trouvé le corps de Déborah dans son lit. Marc, par contre, se situait dans une chambre en bas. Il y avait plusieurs armes sur la scène de crime, comme un couteau de 15 cm de long, une hache rouillée, un marteau et une longue hache qui est généralement utilisée pour couper du bois. Lorsqu'ils ont amené les corps en autopsie, tous ces corps ont été retrouvés sans blessure défensive et ils ont aussi été matraqués à mort par un objet lourd. Pas de blessure défensive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne n'était soit pas apte à se défendre ou bien n'avait pas conscience qu'elle était en train de se faire attaquer. Ils ont donc conclu que Déborah, Mélanie et Emma avaient été tuées pendant leur sommeil. Et ça, je trouve que c'est juste horrible. T'es en train de dormir tranquillement et quelqu'un que t'accueille depuis autant de jours chez toi, tu lui as donné la nourriture, tu l'as logé, et puis c'était soi-disant ton copain, s'en prend à toi et à ta mère, à ta meilleure amie alors que t'es en train de dormir et que t'es sans défense. Marc, par contre, le pauvre, alors qu'il est rentré dans la maison pour vérifier que les filles allaient bien, il aurait été directement attaqué par Richard. Mais alors que la police était en train de démêler un peu cette scène de crime, il n'y avait aucun signe de Richard. Mais il avait quand même laissé pas mal de traces parce qu'en fait, Richard avait volé la voiture de Marc. Et comme il n'avait pas de permis de conduire, il ne savait pas conduire, il a immédiatement, enfin quasi immédiatement, fait un accident sur la route. Lorsque la police est arrivée sur les lieux de l'accident, Richard leur a raconté qu'en fait c'était la voiture de son père, qu'il voulait pas que son père découvre et qu'il préférait donc directement dire à son père ce qui s'était passé. Enfin bref, il leur a complètement retourné le cerveau avec une histoire. La police l'a cru et ils l'ont laissé repartir. Je comprends pas, mais ok. Ils lui ont même proposé de le déposer chez lui en dépanneuse. Mais Richard, bien évidemment, savait qu'il avait pas vraiment intérêt de rentrer à la maison à Farmville parce qu'il savait très bien que la police était très sûrement là. Du coup, il leur a juste demandé de le déposer à un dépanneur qui se trouvait dans le coin. À ce stade-là, il est 6h du matin et le conducteur qui a été chargé de le déposer à la dépanneuse a déclaré au tribunal que lorsqu'il était en train de conduire avec Richard à ses côtés, il y avait juste une odeur, mais
atroce dans la voiture qui semblait provenir des vêtements de Richard qui avaient vraiment pas l'air propres. L'odeur était tellement affreuse que plusieurs fois, le dépanneur a eu des hauts de cœur en fait. Il était en mode... Il a même dû ouvrir les 4 fenêtres pour aérer un peu parce que c'était juste affreux. D'ailleurs, après avoir remarqué qu'il y avait juste une odeur de viande pourrie qui sortait de ce gosse, il l'a regardé un peu, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de traces rouges sur son cou. Il lui a donc demandé d'où est-ce que ça sort, ces traces, etc. Et il lui a dit que c'était sa petite amie qui lui avait fait des suçons. Bon, finalement, il l'a déposé donc, à l'endroit où il souhaitait être déposé. Il a ensuite appelé un taxi pour se rendre à l'aéroport. Et malheureusement pour lui, alors qu'il était en voiture avec son taxi, celui-ci a été arrêté pour excès de vitesse. Richard avait peur d'être recherché par la police. Et du coup, quand ils se sont arrêtés, il a directement demandé « Est-ce que je peux sortir pour fumer une cigarette ?» pour essayer de cacher son visage parce qu'il avait peur que la police le reconnaisse et qu'il l'arrête sur le champ. Pendant ce temps-là, la police a reçu un appel du petit ami de Razakel qui s'appelle Andreas. Il leur a dit qu'en fait, un ami de Richard l'avait contacté pour lui dire que la dernière fois, ils avaient eu une conversation très étrange au téléphone. Richard aurait fait des blagues en mode « Ouais, j'ai tué quelqu'un, j'ai tué des gens, etc. » Et son ami avait trouvé ça super bizarre et il avait l'air particulièrement sérieux en fait dans ce qu'il racontait. Du coup, il a un peu flippé et il a décidé de le dire à Andreas. Une fois qu'ils ont reçu cet appel, ils étaient pratiquement sûrs que c'était Richard qui avait tué toutes ces personnes. Et ils se sont dit, bon écoutez, s'il a fui la maison, c'est qu'il essaye sûrement de se sauver carrément de l'État ou même peut-être des États-Unis, qui sait. Et il se trouve donc sûrement dans une gare routière ou bien dans un aéroport, ou bien, je sais pas, un port, un truc comme ça. En gros, il essaie de se barrer, quoi. Un agent a donc été envoyé à l'aéroport et ils ont retrouvé Richard en train de dormir. Ils l'ont arrêté immédiatement. Quand Richard a été interrogé par la police, il a immédiatement demandé un avocat. Et la police a dû récupérer ses vêtements et ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'avait pas changé de vêtements ni pris de douche depuis le jour des crimes. Je suis burk, genre vraiment burk. Une blague. Ça faisait 3 jours là que le mec il était rempli de sang, de fluide humain, mais juste dégueulasse en fait. Je suis désolée, dites-moi si dans les commentaires vous êtes d'accord avec moi, mais déjà juste sa vidéo qu'il avait envoyée à Emma, elle était juste répugnante quoi. My room's kind of dirty and yeah, I don't want to show you my dirty room, but this video is for Emma. Bon, enfin bref, Richard a rapidement commencé à s'ouvrir par rapport au crime qu'il avait commis. Il a dit quelques petites choses comme quoi il aurait utilisé que la hache à bois parce que ça permettait de leur faire moins mal. Mais son ADN avait été retrouvé sur le marteau, la hache et le couteau, qui montre bien qu'il avait utilisé toutes ces armes-là. Il a aussi dit qu'avant de commettre les crimes, il avait bu beaucoup d'alcool, avait fumé de la weed et avait pris des antidouleurs. La police a découvert qu'en réalité, Mark avait été assassiné dans le salon parce qu'en fait, près de la porte d'entrée, il y avait une énorme bosse dans le parquet et ils ont reconstitué la scène. En fait, c'était comme si Richard avait frappé Mark sur la tête dès qu'il est rentré. Mark est donc tombé comme ça dans le salon et une fois qu'il était sur le sol, il a continué à taper sur sa tête jusqu'à ce que ça crée un trou dans le sol. Et encore une fois, comment est-ce que la police peut nous dire qu'elle est rentrée dans la maison et qu'elle n'a pas remarqué qu'il y avait un trou dans le sol rempli de sang parce qu'il n'avait pas nettoyé, hein. Tout était intact comme ça s'était passé. Comment est-ce que la police aurait pu entrer, passer la porte d'entrée, ne pas regarder à droite avant d'aller dans le sous-sol? Ça n'a juste aucun sens. Donc encore une fois, il y a eu un problème avec ce rapport de police, il est complètement faux. Mais lorsque la police s'est présentée sur la scène de crime, il y avait le trou avec le sang, mais il n'y avait pas le corps de Mark. Mark a en fait été retrouvé dans une chambre en bas. Ils lui ont donc demandé pourquoi est-ce que tu as déplacé le corps de Mark. C'est là qu'il leur a dit qu'il l'avait déplacé quand la police était venue pour faire le premier contrôle. Mais finalement, ils sont pas rentrés à la maison, donc c'était un peu pour rien, mais enfin bref. Donc c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il les a appelés pour qu'ils viennent voir ce qu'il y avait dans le sous-sol, mais il voulait pas non plus qu'ils tombent sur le crime, donc pourquoi est-ce que tu les as appelés en fait? Je pense que peut-être qu'il était tourmenté, il entendait des voix, il voyait des fantômes des personnes qu'il avait tuées, j'en sais rien. Au début, Richard a plaidé non coupable, mais le truc c'est que s'il plaidait non coupable, il était éligible à la peine de mort. Du coup, 1 an après, il a plaidé coupable. Son équipe de défense a dit que Richard avait énormément de regrets par rapport à ce qu'il avait fait. De remords du coup. De remords ou de regrets? Non, de remords. Apparemment, il aurait même eu des pensées de suicide. Mais si t'avais beaucoup de remords, pourquoi est-ce que tu t'es pas juste dénoncé à la police en fait? Ça matche pas.
Désolée. Mais franchement, il y avait tellement de déclarations de témoins. Il y avait la mère de Mélanie, le père de Mélanie, le chauffeur de la dépanneuse et il y avait même aussi le taxi en excès de vitesse là. D'ailleurs, le taxi avait des choses assez intéressantes à dire. Il lui a raconté qu'il avait des problèmes avec sa petite amie, qu'ils s'étaient rendus à un concert tous les deux, mais qu'il a vu parler à un mec et qu'il a directement trouvé ça super bizarre. Puis à la fin de la soirée, il aurait vu un message s'afficher sur le téléphone de sa copine, donc Emma, et il aurait juste pété un câble. Il a dit qu'il était fou amoureux d'elle et du coup ça l'a rendu ouf de voir qu'elle pouvait le tromper comme ça. Mais selon lui, il aurait décidé de ne pas lui parler de la nuit parce qu'il avait pas envie de commencer une dispute, il avait pas envie de s'embrouiller avec elle. Il a juste décidé de s'endormir tranquillement, puis se serait levé un moment pendant la nuit pour se rendre à l'épicerie, prendre un peu l'air. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a inventé toute cette histoire pour cet homme, mais ok. Mais le chauffeur de taxi a continué en disant que Richard était super poli et gentil et qu'il avait vraiment parlé d'Emma comme s'il était fou amoureux d'elle. Et ce que le chauffeur de taxi ne savait pas, c'est que Emma était déjà décédée depuis 2 jours. À la fin, Richard a plaidé coupable et il a été condamné à 4 peines de prison à vie. Donc en gros, la prison à vie. Voilà comment c'est fini cette histoire de fou malade. J'attends de voir vos avis dans les commentaires. Je trouve que c'est juste affreux, encore une fois, que t'aies reçu l'hospitalité de toute une famille et que finalement tu te retournes comme ça contre eux. Alors je peux comprendre qu'il a eu des problèmes dans son enfance, etc. Le harcèlement et tout, mais bien évidemment ça ne justifie pas le fait de tuer 4 personnes. Je pense qu'il a vraiment dû souffrir du fait qu'Emma n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde que lui. Je le comprends. Mais c'est quand même aller super loin pour pas grand chose. Je veux dire, c'est pas comme si elle avait... Pas comme si elle l'avait foutu dehors ou quoi que ce soit. Je trouve qu'elle a quand même été plutôt cool. Et je pense que finalement, elle voulait juste peut-être rester pote avec lui et pas aller forcément plus loin dans la relation, ce qui est tout à fait acceptable, quoi. Étant donné que c'était la première fois qu'ils se voyaient et tout. Au niveau des parents, je préfère pas les juger ou quoi que ce soit. Moi, je trouve qu'il y avait quand même peut-être un peu de red flag. Les trucs sataniques et tout, c'est quand même un peu loin. Et je suis pas en train de dire que les personnes qui sont gothiques ou qui aiment le horrorcore ou qui aiment je sais pas, le métal et tout sont particulièrement des personnes violentes, loin de là. Mais je pense que on est quand même dans un monde où l'attirance comme ça à la violence, au sang, à la mort et tout, c'est quand même quelque chose qui reflète peut-être des problèmes psychologiques en fait. Enfin, j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des personnes qui trouvent ça cool, stylé, sexy ou quoi que ce soit. Donc bon, je suis pas en train de dire que ça aurait pu être évité si les parents avaient pris les mesures qu'il fallait prendre, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'ils auraient pu faire à part carrément isoler leur fille et ça aurait pas été cool aussi. Mais peut-être que ça aurait pu leur permettre de se sauver la vie, mais enfin bon. Je sais pas. Je sais vraiment pas comment est-ce que cette situation aurait pu être évitée. Ce qui est ouf, c'est que je m'attendais grave à ce qu'il ait un problème psy, mais finalement, non. Il n'y avait pas de problème. Donc, c'était quelqu'un de sain, mentalement, qui a quand même décidé de prendre ces décisions tragiques. J'attends votre avis dans les commentaires, en particulier, qu'est-ce que vous avez pensé de sa peine. Donc, je rappelle, il a reçu la peine de prison à vie. Il a reçu 4 peines de prison à vie étant donné qu'il a tué 4 personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que par rapport à son âge, donc il avait seulement 20 ans, est-ce que vous pensez que c'est un peu dur ou au contraire est-ce que vous pensez que c'est juste? Est-ce qu'il aurait dû recevoir la peine de mort? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Désolée si le make-up d'aujourd'hui c'était vraiment très très simple, mais je suis encore un peu malade. Du coup, j'avais pas trop envie de faire tout le gros truc, quoi. Vous m'en voulez pas? Vous m'en voulez pas? Dites-moi que vous m'en voulez pas. La semaine prochaine, j'essaie de faire un truc un peu plus stylé. Mais là, vraiment, c'est un peu dur en ce moment. Mais on est là quand même. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Avis dans les commentaires. Idées de vidéos dans les commentaires. Un like pour m'aider, pour me soutenir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, en tout cas à la prochaine. Je vous fais de gros bisous, soyez bénis, que Dieu vous garde et on se dit à la prochaine.